Donc, bonjour, je me présente, je suis donc responsable d'une association qui s'occupe de démographie et qui s'appelle Démographie Responsable. Donc je suis venu spécialement ici aujourd'hui pour vous parler de l'empreinte carbone, des rapports entre l'empreinte carbone et la démographie. Enfin, empreinte carbone ou émission carbone, on verra un peu la différence que vous connaissez sans doute déjà. Voilà. Et donc on démarre par un état de la population mondiale et on part des origines. Donc vous voyez que le premier milliard a été atteint à peu près à la période napoléonienne et qu'il a fallu de l'ordre de 1 million d'années pour y arriver. Bon, tout dépend à quel moment on classe les premières unités. Mais bon, c'est énorme pour arriver. Le deuxième milliard, vous voyez, 123 ans, donc ça va déjà beaucoup plus vite. Puis ensuite, 33, alors 14, 13, 13, 12, 12. Ici, on s'arrête à la projection de 2019, qui a eu lieu l'été dernier. Et vous voyez, on reste encore sur un rythme de 1 milliard tous les 12 ans. Et ça va un petit peu se ralentir ensuite. Donc, en gros, si on repart des années 60 jusqu'à aujourd'hui, et même un peu après, on est sur un rythme de 13 ans. Donc 1 milliard tous les 13 ans. C'est extrêmement rapide. Bon, c'est évidemment jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, pour cause. Mais on vit vraiment, voilà, on a le privilège, entre guillemets, de vivre au moment où la population explose. Donc, comme dit l'autre, on ne pourra pas dire on ne savait pas, c'est vraiment maintenant que ça se passe, et on va le voir, la cause de beaucoup de problèmes. Alors quand même en dessous, je ne l'ai pas mis parce que, bon, au bout d'un moment, ça ne rentre plus, ça va quand même se stabiliser au bout d'un moment. La Terre n'est pas extensible, et les projections sont quand même meilleures pour la suite, mais le 10e milliard sera quasiment atteint, enfin à coup sûr, quoi. Et donc tous les jours, c'est 215 000 personnes supplémentaires, donc le solde, naissance moins décès. Donc là, j'ai mis Paris tous les jours parce que je suis intervenu la semaine dernière à Paris. Donc je ne sais pas ce que c'est que Grenoble. C'est quoi la population de Grenoble? Ça dépend de l'agglomération. 400 000 400 000, oui. Donc en 2 jours, ça y est. Hein. Vous imaginez tout ce qu'il faut construire. Et donc tous les ans, voilà, tous les ans, c'est 80 millions, à peu près de façon très régulière. Donc population de l'Allemagne, voire de la Turquie. Donc voilà, il faut urbaniser, coloniser les territoires, fournir les aliments, voilà, les autoroutes, etc. Enfin bon, c'est énorme. Alors, qu'est-ce qui va se passer donc d'ici à 2100? Où est-ce que la population va augmenter? Alors, si on démarre, vous avez l'Amérique du Nord, donc 120 millions d'habitants supplémentaires. Bon, c'est pas énorme, mais comme c'est quand même la partie du monde qui consomme le plus, ça fait quand même du monde. L'Amérique du Sud, bon, a fait sa transition démographique. Bon, les 30 millions supplémentaires, ça compte quasiment pas. Bon, l'Océanie, j'en parle pas. L'Asie, donc plus 80 millions, bon, c'est pas énorme, mais l'Asie est déjà un continent reconnu comme surpeuplé. Bon. L'Europe, moins 120 millions, donc effectivement, en théorie, on devrait baisser, mais c'est sans compter avec les migrations. Donc là, évidemment, les démographes, eux, ils prennent les taux de fécondité, ils regardent comment ça évolue, et puis ils font des projections. Mais ils ne peuvent pas faire des projections sur les migrations. Donc a priori, une baisse. Mais bon, ça va prendre avec des pincettes. Et donc le gros de la troupe, c'est évidemment l'Afrique. En particulier l'Afrique intertropicale, donc entre les zones assurées. Hein, parce que l'Afrique du Sud a fait sa transition. L'Afrique du Nord, bon, l'avait fait un peu, et maintenant ça repart. Bon. Mais le gros, les 2 milliards 900 millions, donc presque 3 milliards, qui représentent donc 95% de l'augmentation de la population mondiale, vont se situer donc en Afrique. C'est-à-dire qu'ils vont être plus de 4 milliards. Alors ils sont, si on prend l'historique, l'Afrique c'est 250 millions d'habitants en 1950, enfin disons au moment des indépendances, 1,3 milliard aujourd'hui, donc ça fait déjà une multiplication par 5, hein, et il pourrait aller jusqu'à 4,3 milliards. Ça ne tiendra pas de toute façon à tous les niveaux. Hein. Mais si on fait la projection, la baisse des taux de fécondité qui est vraiment très faible, ça donne ça pour l'instant. Et donc, j'ai du mal avec... Voilà.
Donc je vous ai mis ici tous les domaines impactés par la démographie via la consommation. Bon, c'est quasiment tout, hein, de toute façon. Donc on démarre par le climat, c'est ce que je vais traiter. Enfin, moi je vais traiter des émissions CO2 du rapport. Donc j'en parle pas plus là. La biodiversité, bon, bah, vous savez, vous avez dû entendre dire que en gros les 50 dernières années, on a perdu la moitié des espèces de vertébrés, etc. Bon, alors, évidemment, on peut parler le glyphosate, etc. Mais le fait est que on a besoin des territoires. Hein. Ce qui est flagrant, c'est pour ce qu'on appelle la mégafaune. Hein. Donc, on va prendre les tigres, les lions, etc. Ils ont besoin de territoires énormes, et immenses. Bon, nous, on a besoin de ces territoires à la fois pour s'étendre, faire des villes, des routes, etc. Donc, on les élimine. L'exemple qui est souvent donné, c'est 97% des tigres éliminés depuis le début du XXe siècle. J'en parle pas plus, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. L'eau douce, alors l'eau douce c'est intéressant parce que en fait la quantité d'eau douce renouvelable disponible sur chaque territoire c'est quasiment la même. Bon, avec le changement climatique il va plus pleuvoir, bon. Mais traditionnellement vous avez toujours la même quantité, donc précipitation moins évaporation. Si vous avez une population qui double, vous en avez la moitié par personne. Si ça triple, si ça quintuple comme l'Afrique, eh bien, il y en a 5 fois moins de disponibles. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas recycler l'eau, qu'on ne peut pas trouver des méthodes, mais ça va coûter cher et c'est éventuellement coûteux pour l'environnement. Hein. Si vous désalinisez, évidemment, vous chauffez et donc vous émettez du CO2. Donc l'eau douce, c'est vraiment ce qu'on peut appeler la ressource malthusienne par excellence. Donc les pollutions, bon, je sais pas... C'est évident, hein, plus il y a de monde, plus on pollue. Les ressources fossiles, pareil, plus on puise dans les ressources fossiles. Bon, à un moment donné, il n'y en aura plus, de toute façon. Le problème sera réglé. Enfin, plus d'exploitables, hein, il y en aura toujours, mais après, ça revient plus cher d'aller chercher, donc on n'y a plus. Acidification des océans, bon, je ne parle pas trop. La surpêche, on a éliminé là aussi hein, la moitié du stock de poissons consommables. Si tant est que le poisson soit fait uniquement pour être consommé. Déforestation, pareil, on a besoin de territoires, terres arables, on les abîme, etc. Les migrations, bon, là, c'est pas lié à la consommation. Et donc, on va aller maintenant sur le climat et sur le CO2. Voilà. Alors, les pouvoirs publics, ça vous devez connaître, hein, ce qu'on appelle la stratégie bas carbone. Donc, on devrait arriver d'ici à 2050 à la neutralité carbone, c'est-à-dire n'émettre que ce qu'on est capable de recapter via nos forêts, nos zones vertes, etc. On a un joker, c'est quand même la Guyane, hein, parce que c'est vraiment que de la forêt, donc ça nous servira beaucoup pour arriver à la neutralité, c'est vraiment compris dedans, hein, donc ça tombe bien. Donc pour en arriver là, qu'est-ce qui est prévu? Bon, ça vous devez le savoir, c'est d'ici à 2050, il n'y a plus de voitures à essence ou à gazole, etc. On se fixe les transports maritimes, on est obligé, le reliquat de transport aérien, et puis l'agriculture, c'est quand même l'agriculture. Bon, les engrais, quand vous mettez des engrais, ça émet ne serait-ce que l'azote, la NO2, enfin bon. Donc ça, c'est au niveau gouvernemental. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce que peut faire l'individu tout seul. Et donc, on garde. Voilà. Donc, je reprends ici ce qu'on a appelé le tweet de l'AFP. Donc, qui est-ce qui en a entendu parler ici, le tweet de l'AFP? Ah, c'est quand même pas mal, d'accord. Très bien. Donc, vous voyez, en fait, ça fait référence à une étude qui était sortie 1 an avant, d'ailleurs. Donc, le tweet, il a 1 an. L'étude, elle a 2 ans. Et donc, on apprenait dans cette étude que, bon, il y avait ce qu'on appelle ce qui a un faible impact, donc j'en parle même pas, un impact modéré, et ce qui va nous intéresser, c'est l'impact élevé. Alors l'impact élevé, c'est au régime à base de plantes, en gros c'est végétarien, hein. Donc vous voyez, on ne gagne même pas 1 tonne, mais bon, c'est quand même, on peut retenir 1 tonne. Hein. Donc par rapport aux 5 tonnes d'émissions d'un Français, enfin de la moyenne du Français, c'est quand même intéressant. Après, vous aviez, ce qui est intéressant, c'est renoncer à un vol transatlantique, donc voilà, aller, je sais pas, à San Francisco ou même à New York d'ailleurs, en aller-retour, vous économisez 1,5 tonne. Donc ça, c'est quand même intéressant. Enfin, bon, le transport aérien, c'est connu maintenant,
c'est vraiment un cheval de bataille. Vous abandonnez la voiture à essence, alors vous ne l'abandonnez pas en race campagne, hein. Vous l'abandonnez, vous voulez à vélo, en trottinette ou marche à pied, 2,5 tonnes, donc là c'est vraiment très intéressant. Et puis donc il apparaissait qu'avoir un enfant en moins, ça permettait d'économiser 58 tonnes. Alors, vous voyez, donc là ça ne rentre pas dans le graphique, ils sont obligés de faire une petite ligne brisée. Alors évidemment ce tweet n'a pas plu du tout aux internautes, hein, il y a eu beaucoup de contradicteurs. Alors il y a quand même, ça a été aimé, puisque vous avez le 1,1K, ça fait quand même 1100 personnes qui cliquent j'aime, ou j'adore, je sais pas, j'aime. Mais les 430, moi je les ai lus pas tous, mais j'en ai peut-être lu 300 ou 400. En général, ça énervait plutôt les gens. Et qu'a fait la FP? Eh bien, ils sont excusés. Parce que, voilà, on dit, oh là là, mais on n'a pas voulu dire que, etc. C'est pas nous, c'est une étude. Oui. Le problème, c'est que cette étude, elle n'a pas été invalidée. Hein. Alors, nous, on avait été au courant quelques mois avant, alors par un de nos adhérents, enfin, fait partie du comité des scientifiques, là, c'est Amaury Lambert du Collège de France, qui m'avait transmis cette infographie, donc qui était jolie comme tout, hein, on voit les voitures, le vélo, le landau, etc. Bon, mais c'est exactement la même chose, mais ça monte à 58. Mais moi, j'avoue que personnellement, j'y ai pas cru. Je me suis dit 58, c'est pas possible, quoi. Et donc, en fait, l'été dernier, on a retravaillé dessus. Et donc, je vais vous montrer comment on arrive à ce résultat. C'est un peu mathématique, mais enfin, bon, je pense que ce ne sera pas trop dur. Donc, vous voyez, on part, donc un homme et une femme qui font donc un enfant, un garçon et une fille. Bon, je reconnais que de nos jours, c'est un peu ringard, mais bon, on va rester là-dessus. Et donc, vous voyez que chacun des deux est responsable pour moitié. Bon. L'enfant suivant, il sera responsable, alors il se mettra en couple avec quelqu'un, bon, il sera responsable pour moitié. Donc, première génération, vous êtes responsable pour un demi. Deuxième génération, vous êtes responsable d'un demi par un demi, donc d'un quart. Troisième génération, un demi par un demi par un demi, ça fait un huitième. Bon, vous avez cru, le coup suivant, c'est un 16e, etc. Et donc, on regarde le nombre d'années d'émission dont va être responsable un des deux géniteurs. Alors pour ça, donc, on appelle A le nombre d'années d'émission et V l'espérance de vie. Donc vous êtes responsable, hein, donc, à la première génération, de la moitié de l'espérance de vie de l'enfant que vous avez mis au monde. À la deuxième génération, bon, ben, la même chose, plus un quart de l'espérance de vie de ces enfants. Alors, de ces enfants, on a pris le taux de fécondité du pays. Ça va? Le coup suivant, eh bien, la même chose, plus un huitième de l'espérance de vie des enfants des enfants. Donc ça fait un carré. Et donc, voilà la suite. Quatrième génération, eh ben, on va avoir un 16e de R3. Et ça continue comme ça jusqu'à l'infini. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on arrive à factoriser, on fait passer un demi élément, et puis on fait encore un petit peu mieux, puisque R carré sur 4, ah, je vais trop vite, R carré sur 4, c'est R sur 2 au carré, etc. Bon. Donc cette formule, en fait, à moyen terme, elle nous suffit, parce que là, vous voyez, on est quasiment sur un siècle, hein, déjà. Bon. Alors je m'aperçois que je voulais changer, bon, c'est pas grave. Donc, on voit que le crochet, hein, si R est déjà égal à 2, c'est-à-dire si vous faites 2 enfants ou un tout petit peu plus, le crochet tend vers l'infini, parce que ça fait plus 1, plus 1, plus 1. Bon. Donc en fait, le travail, ce qui avait été mis dans le tweet de l'AFP, ça concernait les pays occidentaux uniquement, hein, qui sont tous quasiment avec des taux de fécondité inférieurs à 2, et malgré tout, c'était assez énorme. Donc, il y a une diapo que je ne voulais pas vous montrer, voilà. Parce que c'est la démonstration et c'est pas la peine. Donc, tout ce qui nous intéresse, c'est le final. Alors, vous voyez, en fait, ça a une bonne tête là-haut, et là, ça tombe bien, parce qu'on tombe dans les suites géométriques en mathématiques. Et donc, la formule finale, ça se réduit à le nombre d'années d'émission que vous créez, hein, en faisant le gamin supplémentaire, c'est l'espérance de vie du pays, donc c'est une moyenne, hein, sur 2 moins R, 2 moins toute fécondité. Donc c'est inespéré que ça se réduise à quelque chose d'aussi simple. Et donc, on revient... Oui, je reviens, bien sûr. Oui, comme ça, vous pourrez travailler. Réviser les séries. Absolument. Et donc, oui, alors, retour sur... Bon, parce que là, c'est le nombre d'années, mais on sait pas pourquoi on est à 58 tonnes pour l'instant. Donc, on prend la moyenne des taux de fécondité
pour la France d'ici à 2100. Donc là, les taux de fécondité sont donnés par 5 ans. Bon, j'ai fait la moyenne, ça fait un 83. Malheureusement, ça tombe sur l'espérance de vie, le 83, mais ça n'a rien à voir. Hein, ce 83, c'est 83. Bon. Et donc, si on fait le rapport de 83 sur alors 2 moins 83, c'est 0,17, ça fait 488. Hein, quand vous divisez par un nombre entre 0 et 1, ça fait augmenter. Bon. Et j'ai arrondi à 500 années. Donc, vous voyez, votre enfant supplémentaire crée 500 années d'émission. Vous, si vous vivez 83 ans, c'est la moyenne, vous voyez que ça commence déjà à faire. Quand même, hein. Ensuite, on regarde les émissions internes de la France. Alors, elles sont comprises, ça dépend des sources. Hein. La Banque mondiale nous dit 4,6 tonnes dans l'émission interne. Et l'autre jour, Valérie Masson-Delmotte, qui est le numéro 2 du GIEC, là, à la Convention citoyenne sur le climat, je l'ai entendu, elle parlait de 6,6 tonnes. Bon. Bon, moi j'ai pris 5 tonnes pour le calcul, voilà, comme ça fait des calculs, ça tombe juste, quoi. Et donc je multiplie le nombre d'années par 5 tonnes et on arrive, voilà, votre enfant supplémentaire crée 2500 tonnes, enfin est susceptible de créer 2500 tonnes de CO2. Et puis, je suis allé un peu trop vite. Voilà. Alors là, après, le problème dans ce calcul, c'est qu'il faut arriver à remettre ça sur une année. Alors là, on fait une petite astuce. On considère que l'enfant est conçu entre 28 et 38. Ça fait une moyenne de 33 ans. Et donc, si on fait, vous vivez 83 ans, vous le faites à 33 ans, donc il vous reste 50 ans à vivre, et on va diviser ces 2500 tonnes par 50, ou 50 années à vivre, et on arrive à 50 tonnes de CO2. Donc l'enfant supplémentaire fait que vous allez émettre indirectement, vous êtes responsable de l'émission de 50 tonnes de CO2, et si vous ne le faites pas, ben voilà. Et vous voyez que, eh bien, on est dans l'ordre de grandeur du calcul qui avait été fourni par l'AFP de 58 tonnes. Donc on est un petit peu en dessous, bon, peu importe. De toute façon, 58 tonnes, c'est une moyenne des pays développés. Et donc vous avez, ça c'est le graphique original sur Hyposcience, là, donc sur Environmental Research Letter, là. Et vous voyez que pour les USA, on est carrément à 120 tonnes d'émissions d'enfants supplémentaires. Mais c'est normal, ils émettent 17 tonnes par habitant, enfin c'est le dernier chiffre que j'ai. Par contre, le Japon, vous voyez, ils sont en dessous de nous, 20 tonnes. Pourquoi? Parce qu'il a un taux de fécondité assez faible maintenant. C'est connu, la Russie aussi. Voilà, donc, oui, alors, résultat des courses, quand même. Qu'est-ce qu'on en tire? Est-ce qu'il ne faut plus faire d'enfants? Évidemment non, hein, c'est pas la question. Sinon, ben, voilà, l'espèce humaine s'arrêtera. Enfin, déjà la France, et puis bon, c'est pas possible, ça n'arrivera pas de toute façon. Donc, on a le choix, c'est voilà, 0, 1 ou 2. Et nous, à démographie responsable, on dit, bah voilà, il faut essayer de pas aller au-delà de 2, c'est la reproduction du couple alimentaire, etc. Et comme il y en a qui n'en font qu'un ou qui n'en veulent pas, finalement, la population finira par décroître. On verra un petit peu après. Alors, bon, ça, je l'avais mis. C'est juste pour vous dire, la France, c'est donc un peu plus de 100 000 personnes supplémentaires par an. Ça correspond donc à l'autofécondité qui est quand même assez élevée, même s'il est en dessous de 2. On a un 8 à 9, vous avez l'allongement de la durée de la vie, et vous avez évidemment l'immigration. Donc c'est les trois causes de l'augmentation, mais ça représente une ville de Nice, comme Nice tous les ans quand même. Donc des territoires, etc. Et... oui. Donc ça c'est quand même une chose assez importante. Donc là je reviens, là jusqu'à maintenant j'ai parlé d'émissions carbone, là je parle d'empreinte carbone. Alors l'empreinte, vous devez savoir ce que c'est donc les émissions internes, plus les émissions qui sont liées aux produits que vous importez, et moins les émissions des produits que vous exportez. Bon. Alors déjà on est plus juste, vous avez vu tout à l'heure, on était aux alentours, c'est quasiment le double hein, pour la France. Bon, pour certains pays c'est la même chose, hein, mais pour la France c'est le double. Et ici, j'ai regardé, donc j'en avais un petit peu parlé, ce que ça donne sur un siècle, en comparant la France à certains pays africains. Alors pourquoi je compare? Parce que très souvent, on va vous dire, ah non, mais la natalité africaine, ça n'a aucune importance, ils ont des émissions très faibles, voilà. Mais intuitivement, vous dites, oui, émissions faibles, mais enfin quand même, forte fécondité, donc à un moment donné, ça... Eh bien oui, à un moment donné, ça rattrape plus ou moins.
Donc là, j'ai été obligé de faire intervenir des R0, R1, R2, c'est-à-dire que là, j'ai pris le taux de fécondité qui change. Hein, parce que là, vous êtes au Niger, vous êtes à 7 enfants par femme en moyenne. Bon, mais le coup suivant, la génération suivante, donc disons dans 20-25 ans, ils ne seront plus qu'à 5, puis ensuite à 3,5, etc. Donc on ne peut pas prendre le même R, c'est pas possible. Donc voilà. Pour la France, j'ai pris 3 générations. On a vu tout à l'heure, c'était 33 ans l'âge moyen. Bon, l'Algérie aussi, d'ailleurs, j'ai pris 3 générations. Ils sont quasiment calqués sur nous. Par contre, les autres pays, c'est plutôt 25 ans l'âge moyen de la nuptialité. Et donc, ça fait 4. J'ai repris en bas les empreintes. Alors là, ils sont en hectares. Bon, mais peu importe. Donc, vous voyez quand même, entre la France et le Togo, hein, ça va grosso modo de 1 à 10 quand même. Hein. Donc, au départ, c'est énorme quand même. Eh bien, si on calcule ce A, donc le nombre d'années qu'on multiplie par les chiffres en blanc, vous voyez que le Gabon, dans un siècle, eh bien, en fait, l'influence de cette descendance cumulée fera que ça émet plus que la France. Bon, le Gabon, c'est plus petit, donc c'est pas très grave. L'Égypte, par contre, ils sont à 100 millions d'habitants, ils sont au même niveau que nous. Donc, vous voyez, on est bien obligé de prendre, si on veut travailler sur les émissions, ben, il faut forcément travailler aussi sur la fécondité. Bon, les autres, voilà, ça descend. Mais vous voyez, même le Togo, hein, pourtant, donc c'est 10 fois moins, et ben finalement, ils arrivent à la moitié enfin, en gros. Hein. Donc, on ne peut pas négliger la fécondité, même de pays qui, pour l'instant, en fait, ont des émissions ou une empreinte faible, même très faible. Ceci étant, il y a des pays qui sont encore en dessous. Hein. Burkina Faso, c'est 0. Hein. Et alors, ceci, attention, hein, je travaille à empreinte constante. Or, il est bien évident que l'empreinte des pays africains ne va pas rester constante. Elle a toutes les chances d'augmenter. Et la nôtre, elle a aussi toutes les chances, je l'espère, on l'a vu tout à l'heure, de baisser. Hein. Donc, vous voyez, là, c'est juste un aperçu pour montrer simplement qu'on ne peut pas dire non, non, on ne s'intéresse pas à l'Afrique. Bon, le coût j'ai cité là les 4,3 milliards. Je ne sais pas ce que ça donnera au niveau projection d'émissions, mais bon, il y a un problème quand même. Donc là-dessus, j'ai fini. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut se dire? Est-ce que bon, quels sont les médias qui en ont parlé? Est-ce qu'on en parle plus qu'avant? Nous, on a commencé il y a une dizaine d'années. Et on est vraiment persuadé que le sujet, quand même, maintenant, a le droit de citer. Et donc, vous avez eu, il y a 2 ans, c'était l'appel des 15 000. Alors, j'en fais le coup. Qui est-ce qui avait entendu parler de l'appel des 15 000 scientifiques? Hein, un petit peu plus que le tweet. Hein. Donc, dans cet appel des 15 000 qui avait été repris surtout par Le Monde, mais La Croix, bon, moi j'ai privilégié La Croix parce qu'on s'attend assez peu à ce que La Croix parle du sujet. Ben, ils en avaient parlé. Et donc, il y avait, dans cet appel, il y avait deux recommandations sur la démographie, donc qui était l'extension de l'économie familiale, l'éducation des jeunes filles en particulier, et puis la notion de population soutenable. Hein, qu'est-ce que peut être la population soutenable pour la planète? On a travaillé d'ailleurs dessus, et nous on est arrivé à entre 3 et 4 milliards. Alors, comme on est 7,7 actuellement, oui, ça pose problème. Ensuite, non, voilà. Donc là, je vous ai mis ici une tribune là, qui avait été d'ailleurs initiée par un de nos adhérents, Jean Mouberto. Donc on a vu accès au monde, donc ça c'était quand même pas mal. Là, donc, un dossier de libération. Donc vous voyez, c'est quand même transcourt, hein, on en parle au centre, à droite, à gauche, chez les cathos. Là, donc, vous voyez, c'est assez récent, hein, ça fait 17 février 2019. Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre? Ben là, là, ça doit toujours être en kiosque, en fait. C'est Le Monde diplomatique, enfin, un supplément, la manière de voir. Et donc, j'en reviens... Ouais, voilà. Alors, ici, vous avez les projections donc, qui datent de juin dernier. Tout ce dont je vous ai parlé, c'est la courbe bleue. Hein. Donc, c'est ce qu'on appelle la projection moyenne. Les démographes estiment que... enfin, ils font l'hypothèse plutôt qu'à la fin du siècle, on sera au taux de renouvellement, 2,1 enfants par femme. Et donc, ça donne, donc les chiffres qu'on peut retenir actuellement, c'est 9,7 en 2050 et 19 en 2100. Et puis alors, vous avez une projection haute, une projection basse. Et là, si on fait plus 0,5 enfants et moins 0,5 enfants, bon, c'est assez théorique. Mais ça nous permet de voir que ce qu'on peut faire de mieux, c'est quand même la courbe verte. Hein.
Et donc, des gens qui vous diraient il faut une décroissance démographique, là, du jour au lendemain, c'est impossible. Impossible. Vous avez une inertie. On est obligé de passer par un maximum, vous voyez, de quasiment 1 milliard supplémentaire. Par contre, ce serait intéressant de redescendre un petit peu moins qu'aujourd'hui à la fin du siècle. Donc nous, souvent, on dit ce qui serait bien, c'est de faire des conventions internationales, enfin, comme les COP, et de se caler sur cette projection. On ne se calera jamais à fond là-dessus, mais enfin, ce serait vraiment une très bonne chose. Et donc, voilà, là je vous ai mis Kofi Annan, donc qui est décédé, je crois, il y a un an et demi. Donc voilà, je vous laisse lire ce qu'il avait dit. Donc on l'avait repris dans une émission d'Arte, l'appui contre la misère, point d'interrogation. Voilà, et puis voilà, je termine là. Donc ça c'est, vous pouvez nous retrouver sur internet, donc c'est la page d'ouverture de notre site. Avec tout, voilà, tous les sites classiques. Enfin, il est quand même assez élaboré le site, vous avez l'adresse en bas, vous avez des coordonnées si vous voulez des renseignements complémentaires. Voilà, et donc j'en ai terminé.